Salut à tous et bienvenue dans cet épisode des Reconvertis où j'accueille Alison Néret qui est passée d'assistante médicale à développeuse full stack JS. Alison a fait la Wildcode School et elle a rejoint la startup dans laquelle elle a fait son stage à l'issue de sa formation en tant que cofondateur. Avant qu'on démarre l'interview, ça me ferait énormément plaisir si vous pouviez cliquer sur le bouton like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Avant qu'on commence l'interview, ça me ferait énormément plaisir si vous pouviez cliquer sur le bouton like. Ça aide beaucoup pour l'algo, ça aide la chaîne à se faire découvrir. Donc n'hésitez pas, cliquez sur le bouton like dès maintenant. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Salut Alison, bienvenue sur l'interview des Reconvertis. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée la fin de ta formation et puis la suite de ton insertion sur le marché de l'emploi? Salut, merci de m'accueillir et de me poser tes questions. Concernant ma suite de formation, donc j'ai fait la Wild, 5 mois de formation. À la suite de ça, j'ai voulu faire un stage parce que je me sentais pas capable d'arriver sur un poste tout de suite. Il fallait que je sois encore accompagnée, que je puisse monter encore en compétences. La recherche de stage a été un peu difficile parce qu'en vrai, on en commence les recherches en décembre pour la fin de formation en février. Et en fait, moi, j'ai trouvé mon terrain en mars. Donc techniquement, il y a eu quand même plusieurs mois de recherche avec beaucoup d'entretiens qui n'ont pas forcément abouti sans que je comprenne vraiment pourquoi. Les recruteurs donnent pas beaucoup de retours, même quand on en demande, pour savoir qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas gardé ou qu'on va pas plus loin. Et puis en fait, j'ai fini par trouver ce stage donc début mars. Pour être très honnête, j'y suis allée en mode je vais pas y arriver, ça va pas marcher. Encore une fois, j'y suis allée. Je pense que c'est l'entretien que j'ai fait le plus sincère. C'est-à-dire que j'y suis allée vraiment en mode faut y aller, donc j'y vais. Et puis finalement, c'est celui qui a abouti, finalement. Donc la conclusion de ça, c'est que je pense qu'il faut être soi-même en premier. En tout cas, c'est ce que j'en garde. Et du coup, je suis rentrée dans une start-up qui s'appelle Elia et qui développe un outil de gestion immobilière, donc en React et Node. Et ça tombait bien parce que c'était pile les technos que moi j'avais vus. Et c'était une volonté aussi de ma part de continuer à travailler sur les technos que j'avais vus en formation pour continuer à monter en compétences avant de basculer sur d'autres technos ou d'autres langages. Voilà. Et je suis restée dans cette boîte pendant 6 mois. J'ai fait un stage de 6 mois, j'ai pu faire 4 et puis 2 exceptionnellement. Normalement, c'est que 4. Mais on a réussi à faire repousser un peu ce stage parce qu'on avait du mal un peu à se séparer. Et donc au final, j'ai fait 6 mois de stage dans cette start-up. D'accord, bon, on reviendra justement sur la partie sincérité de l'entretien. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous détailler le moment où tu commençais tes recherches? Tu disais que tu avais beaucoup de refus voire pas de retour et peu d'infos pour avoir le feedback. Comment est-ce que tu as façonné ton CV, tes candidatures pour, pour pouvoir déjà décrocher ces entretiens et ensuite pouvoir avoir du feedback finalement? En fait, il s'avère que pour ça, la WAD m'a assez bien accompagnée. On a eu plusieurs interventions de gens qui sont venus nous dire quelles étaient les infos importantes à mettre sur un CV, sur un profil LinkedIn par exemple. Donc ça, c'est des choses qui ont été très utiles. À côté de ça, moi, je suis issue d'un métier administratif. Donc j'ai un peu l'habitude de savoir rédiger, écrire, synthétiser. Ça faisait un peu partie de mon métier. Mais dans l'idée, en fait, les grandes lignes, ce qui nous avait été recommandé, c'était en gros, la vie d'avant, c'est pas qu'on s'en fiche, mais aujourd'hui, tu cherches un métier de développeur. Donc, à la limite, toutes tes expériences d'avant, ça sert à rien de pulluler un CV avec ça. Donc, il a fallu faire du tri sur qu'est-ce que je mettais en avant ou pas. Donc, j'ai mis en avant mes 8 ans d'expérience avant, parce que c'est l'expérience la plus significative. Et à côté de ça, c'est surtout les projets qu'il fallait mettre en avant. Donc, il faut absolument dire aux recruteurs qu'est-ce qu'on sait faire parce que on est en reconversion et on est tout bébé, donc il faut justifier que on sache faire ce qu'on dit. Donc pour ça, j'ai détaillé mes projets, les technos sur lesquels j'avais travaillé. J'ai fait un CV sympa, c'est bête à dire, mais je pense qu'un CV un peu joli va donner un peu plus envie d'être lu. Et après, ça a été mon profil LinkedIn parce que principalement toutes les offres que j'ai pu trouver se sont faites beaucoup par LinkedIn. Donc l'idée c'est aussi d'expliquer, de se présenter qui on est, rendre les choses un peu moins informelles. Et après, c'est clairement postuler à des offres accessibles. Déjà, c'est bête, mais aller postuler sur des offres où j'avais les technos déjà en premier. Je faisais pas forcément attention à l'expérience, parce que je sais qu'il y a un idéal. On veut des gens qui ont bac Les plus deux 5. trois ans d'expérience, il est demandé par tout le monde. Exactement, c'est ça. Donc du coup, je me suis pas arrêtée à ça, parce que je me suis dit, sinon j'arriverai jamais. Je me suis dit, ils verront bien sur mon CV, enfin ils sont pas idiots, ils verront bien que je les ai pas, les 2 ans d'expérience. Mais l'idée c'était de donner envie d'aller plus loin, qu'on voit mon CV, qu'on se dise tiens,
ça c'est intéressant, ou ce projet-là m'intéresse, ou son parcours est intéressant, donc je vais prendre contact. L'idée, c'est vraiment de déclencher un premier contact. C'est piquer la curiosité. Ouais, c'est ça. C'était ça ma stratégie en tout cas. Mais effectivement, bah là, ça a beaucoup payé dans les faits. C'est-à-dire que je pense que j'ai dû passer des dizaines d'entretiens, entre 10, 20, peut-être jusqu'à 30, je pense. Sauf qu'après, bah, effectivement, en face à face, bah, l'expérience, c'est ce qui pêchait le plus, quoi. C'était manque d'expérience, manque d'expérience, manque d'expérience. Et je pense qu'il faut insister et trouver. Il y aura forcément un jour une boîte qui dira ok, tu manques d'expérience et qui comprendra que l'humain est plus important. Et c'est là où, pour moi, les juniors ont beaucoup à jouer. C'est la partie humain et dire que on n'a pas d'expérience, mais la technique, ça s'apprend. Alors que l'humain, tu l'apprends pas, en fait. Si tu es un bon humain, tu plairas et on pourra te former. Et donc, moi, j'ai joué sur cette carte-là un peu, regardez, je suis sympa et apprenez-moi, quoi. C'était un peu ma stratégie, quoi. C'est un peu en fait c'est la seule carte ou la carte vraiment majeure qu'on peut jouer quand on démarre sa Ouais, carrière en tant que dev parce que on n'a pas d'autres atouts techniques. Quand tu compares avec d'autres candidats qui viendraient d'une école d'ingé ou d'une fac c'est ça. d'informatique, il n'y a aucune chance, hein, on n'a pas du tout les mêmes notions ni le même bagage. On ne peut pas apprendre les mêmes choses en 4 5 6 mois que des personnes ont pris même en 2 ans de BTS. C'est ça. Donc ça n'a rien à voir. Donc du coup, il faut cibler sur la personnalité. Je voudrais revenir sur ton CV, sur la partie CV. Tu disais donc que tu as fait un CV joli, etc. Moi, je prends le parti de conseiller des CV pas neutres, mais Mhm. moi j'aime les CV de design moderne mais sobre, pas forcément de fioritures, etc. C'est souvent ce que je conseille parce qu'il y a deux choses. Il y a l'aspect, euh, le recruteur humain qui va le lire, lui va chercher deux, trois infos et je veux l'aider à les trouver le plus vite possible. Et la deuxième partie qui est souvent les CV sont parsés par des bots, par des applications et Mhm. en fait ils reclassent ça derrière dans un logiciel qu'on appelle un applicant tracking system. Toutes les boîtes qui font du recrutement de manière sérieuse ont ça et ça leur permet de pouvoir tracer les candidats plus rapidement. Moi mon boulot quand je fais un CV c'est de faciliter le boulot de ces deux-là, de la machine et de l'homme pour pouvoir avoir plus de chance. Et effectivement, la partie graphisme, je trouve que, comme tu dis, ça a son facteur Ouais. différenciant. Tu peux en tirer de la valeur, mais attention à ne pas être trop dans le farfelu qui va éclater les infos dans différents endroits, au point où le recruteur va devoir passer 1 minute 30 2 minutes de plus pour aller déchiffrer où est son CV et risque de passer à côté de certaines infos que vous voudriez mettre en avant et du coup, aller laisser de côté. Je sais pas ce que Je tu suis en penses d'accord, là-dessus. je pense que joli, c'était dans le sens, après c'est propre à chacun, c'est vrai que joli, C'est hein, ça. c'est un peu, voilà, c'est une appréciation personnelle. Mais ce que je voulais dire, c'était un truc, j'avais, je voulais mettre un peu de ma personnalité dedans. Donc il y a un peu, il y a des couleurs qui sont du rose ou du violet, que c'est très mes couleurs girly. Mais voilà, dans l'idée, c'était, je voulais pas quelque chose, je voulais pas en faire un pâté. Il fallait que visuellement, il soit agréable à lire. Après, ça reste un CV classique, hein, en colonne, avec de l'espacement, etc. Mais pour moi, un CV, il faut qu'il donne aussi envie d'être regardé. Quand on prend un CV, et je suis confrontée à cet exercice souvent, quand je prends un CV, mon premier œil, je sais si ça me plaît ou pas. Je vais me dire, j'en apprends sur quelqu'un en voyant son CV. Typiquement, un CV de front ou un CV de backeux, bah, souvent je vois, je dis, ah, lui, il aime faire du back. C'est bête, mais il y a des trucs qui parlent sur un CV. Et voilà. Et donc, c'est un truc qu'il faut vraiment pas laisser, voilà, laisser, faire ça un peu à la légère. Et je pense que joli veut juste dire agréable à lire, qui donne envie de lire, qui donne envie de s'intéresser parce que c'est ta vitrine en fait. Et il faut qu'on ait envie de te rencontrer et d'aller lire ce CV. S'il donne pas envie d'être lu, effectivement, c'est compliqué. Après, il y a cette histoire de bot, hein, je suis d'accord. Effectivement, il faut qu'il puisse être lisible, on va dire, machinalement. Et donc effectivement, faut pas en mettre trop. Faut mettre ce qu'il faut mettre les bons termes. Enfin, voilà, c'est un vrai exercice, hein, un CV. Parce que si tu as eu 30 entretiens, c'est que tu faisais les choses bien. Je parle beaucoup de développeurs qui n'ont pas ces 30 entretiens. Moi, je ramène ça à la candidature, parce que comme tu as dit, au final, c'est un CV et un profil LinkedIn qui va donner envie à une personne de passer du temps, ne serait-ce que par téléphone, avec toi. Est-ce que lorsque tu faisais tes candidatures, tu envoyais toujours le même CV ou est-ce que tu l'adaptais en fonction des candidatures? Alors en fait, comme je postulais au départ qu'aux mêmes offres, on va dire, donc c'était souvent soit du full stack, soit du front, Mhm. je gardais le même CV, mais j'avais toujours une petite description qui était assez générique
qui me décrivait pour que ça passe partout. Si maintenant je devais par contre postuler à une autre offre qui n'est pas du front ou du full stack, qui serait, je vais dire n'importe quoi, je vais faire un poste de testeur par exemple, bah là je vais effectivement adapter parce que je vais peut-être pas mettre les mêmes choses en avant et surtout, il faudrait pas que quand le recruteur reçoive mon CV se dise qu'est-ce qu'il fait là ce CV, je le comprends pas, je vois pas le rapport. Donc soit il faut une lettre de motivation avec, personnalisée dans l'idéal, mais ça prend effectivement un temps fou, hein, c'est vrai, mais ça fait toujours plaisir à l'entreprise. Soit si potentiellement il n'y a pas de place ou de possibilité de mettre une lettre de motivation, un CV bien dirigé peut aussi être plus apprécié, quoi. Alors moi je suis complètement contre la lettre de motivation, mais Mm. plutôt pour le mail, dans le corps du mail dans lequel Ouais. vous allez candidater, mettez un paragraphe, pas plus. La personne qui voit les CV n'a probablement pas le temps de lire un paragraphe. En plus, quand on ne connaît pas forcément l'entreprise dans laquelle on postule, ça sert à rien de mettre les phrases tarte à la crème de déjà je suis motivé, j'aime apprendre, j'apprends vite, ces phrases-là un peu tarte à la crème avec des adjectifs qualificatifs comme quoi leur entreprise est super et que vous avez vachement envie de bosser pour eux alors que vous ne les connaissez pas. Ça peut faire faux cul. Et en fait, la lettre de motivation risque plus de vous pénaliser que de vous aider. Alors que juste un D'accord. tout petit paragraphe dans le corps du mail qui va dire voilà qui je suis, voilà ce que je fais, ce que j'aime faire et j'aimerais vous rencontrer, voilà mon CV. Voilà, c'est efficace. Je partage à 2000% ton point de vue, puisque dans la réalité, je n'ai envoyé aucune lettre de motivation parce que je suis d'un point de vue personnel, totalement contre, comment dire, l'hypocrisie qu'il y a dans la recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un métier où on cherche, on va dans une boîte parce qu'on adore la boîte. La vérité, c'est qu'on cherche un job pour manger. Et donc, si en plus on peut trouver une boîte qui nous va, c'est ok. Mais effectivement, j'ai jamais passé 3 heures à chercher des infos sur une boîte pour leur dire oui, bonjour, je travaille pour vous parce que vous êtes la meilleure entreprise du monde entier. Non, on n'a plus 12 ans, on connaît tous la réalité. Et trouver un job, pour moi, c'est un partenariat. C'est-à-dire que l'entreprise, elle cherche quelqu'un dont elle a besoin, mais toi aussi, en tant que candidat, tu cherches quelqu'un, et en l'occurrence une entreprise, qui va répondre à tes besoins. À partir du moment où tu te mets dans cette position-là, il n'y a pas de raison que toi, tu passes 3 jours entiers à te renseigner sur une boîte, à faire une lettre de motivation, pour que, une fois sur 1000, on te réponde. La majorité du temps, on ne te répond pas, et d'ailleurs, dans les offres, il n'y a aucune honte à mettre. Si dans 3 semaines, vous n'avez pas de réponse, considérez que c'est faux. Je trouve ça d'une aberration folle et d'un irrespect incroyable, parce que en vrai, répondre, ça prend pas tant de temps que ça. On le vit, nous, au quotidien. On est une start-up, on n'est pas beaucoup, on a dû gérer du RH. Et ben, on répond à tout le monde, quoi. Enfin, je trouve ça une aberration et je trouve qu'à un moment donné, c'est injuste que le candidat soit toujours dans une position inférieure, qui est de dire je dois faire tous les efforts pour vous plaire, mais vous n'avez aucun effort pour me plaire. Et en fait, c'est totalement faux. C'est Donc, ça. je suis pas non plus pour les lettres de motivation. Je sais par contre que bah, y a encore des entreprises avec des vieux fonctionnements, des vieux process où ils y tiennent à leur lettre de motivation. Et moi, très honnêtement, une offre qui demande une lettre de motivation, en vrai, je postule pas. Next, parce que Ça en dit sur la boîte, ça en dit sur la ouais, culture de la boîte, et c'est peut-être pas le type de boîte dans c'est un lequel peu vieillot et c'est pas moi ce que je recherche en tout cas. Après, je veux pas que tout le monde se ferme des portes pour cette raison-là. Mais c'est vrai que nous, on en a eu des lettres de motivation. C'est vrai qu'on les lit, mais on retrouve toujours les mêmes choses et ça nous en apprend pas beaucoup sur les gens. Donc, Au-delà de ton CV, donc tu as dit que tu avais pas mal passé du temps sur LinkedIn. mm. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence pour toi entre ce qui doit être dans un CV et ce qui doit être dans ton profil LinkedIn? Un CV, c'est quelque chose que toi tu vas apporter à un recruteur sur une offre. Donc c'est un instant T, il va recevoir peut-être 50 candidats en même temps. Un CV, il faut qu'il soit percutant, il faut qu'il ait des infos très précises, très techniques. Pour moi, un profil LinkedIn, on est dans un autre moment. C'est-à-dire que même si tu postules, on passe du temps sur LinkedIn. On va voir des posts, on prend le temps de lire. Je trouve que c'est une approche totalement différente. Et du coup, il y a un côté un peu plus personnel. Moi, il y a des choses que je dis dans mon LinkedIn que je mets pas dans mon CV. Par contre, à l'inverse, ce que je mets dans mon CV, j'ai tendance à le mettre sur mon LinkedIn, à savoir mes expériences professionnelles, mes projets, mes formations, parce qu'il y a cette partie un peu CV sur LinkedIn. Par contre, ce qu'il y a en plus sur LinkedIn, c'est qu'il y a tous les posts et toute l'activité qu'on a. Donc ça veut dire il y a une autre façon de se rendre compte à qui on parle, c'est je vais aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'il like, qu'est-ce qu'il partage, qu'est-ce qu'il poste, sa façon de parler, sa façon de réagir. Il y a des candidats que je trouve, enfin, il y a des collègues qui font pas très attention parce qu'il y en a par exemple qui épinglent des entreprises.
en disant oui, on m'a encore pas répondu, j'en ai marre, c'est pas juste. Attention, parce que une boîte qui va se renseigner sur ce que vous écrivez, elle peut se dire bah ouais, si moi je dois me faire afficher sur LinkedIn, j'ai peut-être pas envie d'aller vers ce candidat. Mais en même temps, faut pas faire la langue de bois non plus. Moi, j'avais passé un coup de gueule en 2019 qui a eu un effet très positif parce que je me suis retrouvée avec des dizaines d'offres d'emploi dans le monde entier. Donc c'était positif. Par contre, j'en connais d'autres qui ont fait la même chose sous une autre tournure et ça a joué complètement à leur défaveur. Donc attention à LinkedIn, mais en même temps, voilà, c'est une approche très personnelle où on voit un peu plus on veut voir qui vous êtes, comment vous communiquez, comment vous parlez, quelle est votre attitude. Et une entreprise aujourd'hui, on a beaucoup, surtout dans le digital, je pense, qui recherche aussi de l'humain. Donc je pense que c'est important sur LinkedIn de parler de soi, de se montrer un petit peu, mais on n'oublie pas que c'est professionnel et donc attention à pas tomber dans des dérives qui pourraient nous desservir. C'est exactement comme tu le disais, que dans ton CV, tu avais adapté un peu les expériences, tu avais enlevé les choses qui n'étaient pas significatives, etc. Moi, je trouve que sur LinkedIn, c'est la même chose. C'est pas un CV intégral où il faut tout mettre depuis son job étudiant qu'on a fait avant le bac. Ouais. C'est pas grave d'avoir des trous. Si on a une phase de 2 ans, 3 ans, il y a un trou dans son CV et on avait fait quelques jobs alimentaires, c'est pas grave. Euh, et effectivement, l'activité sur LinkedIn est complètement sous-estimée de la part de beaucoup de personnes dans le monde des devs, de tout niveau d'ailleurs. Euh, alors que c'est un super moyen de communiquer, de montrer cette motivation, celle que vous essayez de montrer dans votre projet perso, dans les voilà, les différentes activités que vous pouvez avoir. Les documenter sur LinkedIn, c'est le meilleur moyen de prouver, voilà, bah, à cet instant T, j'ai commencé tel projet sur tel techno, et puis 3 mois plus tard, voilà, en fait, j'ai avancé, maintenant j'arrive à faire tel composant, telle chose, etc., etc. Moi, en tant que recruteur, lorsque je reçois votre CV, eh ben, je vais pouvoir aller regarder votre profil LinkedIn, je vais voir vos posts, et je vais pouvoir voir, ah ok, donc je vois qu'il a vraiment progressé de lui-même alors qu'il n'était pas en poste, et ça faisait pas partie. Il n'a pas attendu que quelqu'un vienne lui enseigner. C'est ce qu'aiment pas les entreprises au Mm. niveau des profils juniors, et c'est là vraiment leur crainte. Tous les profils juniors disent je cherche un endroit, une entreprise qui va m'apprendre. L'entreprise, elle veut bien enseigner, par contre, elle veut que tu montres que tu n'attends pas que l'entreprise vienne t'enseigner pour apprendre aussi. Et c'est la problématique des juniors et je pense des formations de reconversion, c'est que en fait la problématique du métier de développeur par définition, c'est qu'il s'apprend pas en fait. Et ça, les écoles, elles essayent de nous le dire. Moi, je me souviens à la Wild, oui, on va vous apprendre à apprendre. Je me rappelle les premiers mois à me dire, putain, je viens de payer 6 000 balles les gars pour que vous me disiez va chercher sur Google. C'est quoi cette histoire en fait? Et c'est très dur parce que tous les métiers basiques en fait qu'on a l'habitude de connaître, on nous les apprend en nous disant, même à l'école, hein, on nous dit tiens, c'est comme ça et c'est tout. Et donc on s'attend à ce que dans le dev, on nous dise tiens, c'est comme ça et c'est tout. Et en fait, quand tu comprends ça, moi ça m'a pris, je pense qu'il m'a fallu 1 an entre la formation, le stage et tout pour percuter qu'en fait, bah non, mais ça s'apprend pas en fait. Enfin, il faut que tu travailles, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu pratiques, il faut que ton cerveau, tu le déconditionnes et le reconditionnes à réfléchir comme un développeur en fait. Et ça, en fait, faut le comprendre pour le voir. Et le problème de beaucoup de juniors aujourd'hui qui sont en galère, c'est parce qu'ils n'ont pas encore la mécanique, ils n'ont pas encore vraiment compris ce que c'était d'être développeur. Et je sais pas comment faut faire pour leur faire le déclic et leur reformater le cerveau comme il faut. Mais il faut arrêter. En fait, un des problèmes, je pense, c'est lié à ça. Et je le vois dans ma vie parce que tous les problèmes de ma vie, c'est du debug. Je les aborde comme je débug un truc dans mon boulot, quoi. C'est, ok, j'ai un problème, d'accord, je le constate. Maintenant, je vais essayer de réduire mon problème. Quelles sont les étapes qui m'amènent à ce problème? Et je les élimine une par une pour voir, ah bah c'est ça qui pose problème en fait. Et en fait, toute ma vie est faite comme ça. Parce que bah, c'est comme ça, c'est voilà, c'est le cerveau qu'il faut reformater. Et ça, les juniors, ils ont pas, quand ils sortent de formation, en tout cas, ils n'ont pas cette vision des choses. Et donc, ils sont beaucoup dans l'attente. Et dans l'attente de on va me former, on va m'accompagner. Mais ils peuvent être moins proactifs parce qu'ils n'ont pas compris que c'était Que comme c'était à ça eux et de que le c'était faire ça leur aussi. métier. C'est ça. C'est ça. Donc tu as fait tes candidatures, tu as passé une trentaine d'entretiens. Ouais. Comment ça s'est passé déjà? Comment tu te préparais pour ces entretiens? Comment ça s'est passé tout au long Alors, de ton process? moi, j'ai fait 7 ans de théâtre. Donc, on va dire que je suis quelqu'un qui suis à l'aise dans la prise de parole. D'ailleurs, pendant ma formation, j'ai fait des ateliers théâtre à la Wild.
pour mes collègues qui avaient du mal à s'exprimer en public, parce que j'ai bien vu qu'il y avait des gens pour qui c'était une panique de parler en public, je comprends bien. Sauf que c'est un vrai exercice qui s'apprend. On ne devient pas moins timide, attention, ça n'a rien à voir, c'est juste, on dédramatise et on gère le stress qu'on a à parler devant quelqu'un qui nous regarde. Et ça, pour ça, faut s'entraîner. En fait, je pense qu'il n'y a pas de secret. Préparer un entretien, on se met devant un miroir ou pas, si on a du mal à se regarder, mais on imagine qu'il y a la personne qui est en face à nous et qui va nous poser des questions. On peut le faire dans sa voiture, si on est tout seul, voilà, personne ne nous juge. On peut le faire n'importe où, dans son lit le soir, n'importe quand. Mais moi, je faisais ça. Des fois, c'était sous la douche, peut-être, voilà. Et je m'imaginais, voilà, on va me poser telle question. Alors, je m'imaginais ce que j'allais répondre, et surtout, je le répondais en vrai, quoi. On a l'air fou au début, mais je trouve que c'est le meilleur exercice, parce que écrire ses réponses, le problème de ça, c'est que ça va être du par cœur, donc ça va pas être naturel. Si vous oubliez un mot, c'est fini, vous saurez plus quoi répondre. Et surtout, s'il y a des questions, vous perdrez vos moyens parce que vous n'étiez pas prêt à ça. Donc je pense que écrire ces réponses, c'est pas une bonne solution, mais les travailler, les répéter plein de fois et s'imaginer les questions qu'on pourrait nous poser. Alors les premiers entretiens, c'est un peu compliqué parce qu'on sait pas toujours ce qu'on va nous demander, mais il faut s'en servir justement d'exercice pour les suivants et se dire, ok, on me pose quoi comme question, mes défauts, mes qualités, qu'est-ce que je recherche, mes expériences, qu'est-ce que j'ai fait, mes difficultés, mes faiblesses, mes réussites. Ce à quoi je m'attends. Et en fait, on se prépare à répondre à ces questions en s'entraînant. Pour moi, c'est le meilleur moyen. Ceux qui sont le plus à l'aise, ils peuvent se filmer. C'est encore mieux parce que on voit directement le retour, mais c'est très compliqué de se regarder et de s'entendre. Donc, je peux comprendre. Mais sinon, voilà, dans le vide, comme ça, on imagine qu'on parle à quelqu'un et on s'entraîne à répondre et on s'exerce. Pour moi, c'était mes seules façons de me préparer. Et après, pour le reste, on s'y confronte en fait. Et puis il y a des fois où on trébuche, on ne sait pas quoi répondre, on bafouille un peu. C'est pas grave, on se reprend, excusez-moi, pardon. Ça reste de l'humain et un échange en fait. Et puis votre recruteur, il bafouillera aussi parfois, ça lui arrivera. Donc, et puis souvent, l'avantage qu'on peut avoir aussi, c'est que souvent on va rencontrer des CTO, donc c'est les directeurs techniques, qui sont des devs avant tout et qui vont savoir vous mettre en condition, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des recruteurs très sympas qui vont savoir, ils vont vous tutoyer, ça va être hyper informel et ça va être un moment d'échange hyper agréable. Et puis il y a les recruteurs, les vieux de la vieille, qui vont mettre le cadre et vous mettre dans une situation hyper difficile. Dans ces cas-là, on perd pas ses moyens. Et si on est soi-même, moi je pense que tout va bien. Il faut pas s'inventer un personnage. Donc moi j'ai été le plus moi-même possible, même si au départ j'ai essayé de me vendre parce que c'est comme ça qu'on nous apprend. On nous dit qu'il faut plaire à l'entreprise. On dirait que ça va que dans un sens, et je considère que c'est vraiment pas ça. Je pense que l'entreprise, elle doit vous plaire aussi. Il faut qu'il y ait un feeling dans les deux sens. Si vous n'êtes pas à l'aise, si la personne en face ne correspond pas à ce que vous êtes, ça ne pourra pas marcher. Donc je pense que ça va dans les deux sens. Et si vous êtes vous-même, je pense que il y aura pas d'usurpation, quoi. On ne pourra jamais reprocher à quelqu'un d'avoir été lui-même. On peut reprocher à quelqu'un de s'être survendu et d'avoir mytho. Mais on ne pourra jamais dire à quelqu'un, oui, t'as été toi-même, c'est pas bien. Non, moi j'ai été moi-même, j'ai dit mes attentes, mes difficultés, mais pour ça implique d'être aussi honnête envers soi-même. C'est-à-dire que je me mentais pas sur mes qualités, mes capacités. Sinon, j'arrive et je dis oui, je suis nulle, je sers à rien, merci, au revoir. Non, faut savoir ce qu'on sait faire, mais aussi avoir conscience de ses faiblesses. Sinon, ça peut pas marcher. Dans ta réponse, donc, on a abordé plein de choses, à la fois la forme, la façon de se préparer, que le contenu de la façon dont tu allais répondre aux questions. Moi, il y a un truc que je faisais, que je ferai toujours lorsque je passe des entretiens, c'est préparer la première partie, notamment la partie où tu te présentes. Parce que, comme tu disais en tout début, au final, c'est l'humain qui fait la différence et les compétences, ça s'acquiert, mais l'entreprise, elle cherche avant tout un humain. Et donc, pour vendre cet humain et présenter ta personnalité, le seul moment où tu as complètement la main dans l'entretien, c'est au tout début, quand il va falloir commencer à te présenter. Et donc moi, je prenais un cahier et j'avais toute ma présentation qui était toujours écrite. Alors j'écrivais évidemment jamais toute la phrase, mais je mettais toutes les bullet points des étapes de ma vie et des anecdotes que je voulais raconter. Et cette feuille, je l'ai toujours avec moi, elle est sous mes yeux. Et au moment où je suis en train de raconter mon histoire, je jette des coups d'œil et je vérifie que j'ai pas oublié quelque chose. Et si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave, je le vois, je vais pouvoir revenir dessus, mais j'ai pas cet effet de
Ah merde, j'ai oublié de leur dire C'est qu'il y avait ça, ça et ça. Donc ça, et bizarrement, c'est la seule période de l'entretien où tu contrôles le timing, tu tout à contrôles fait. euh, ton, la façon dont tu vas livrer ton information, etc. Et le recruteur ou les recruteurs peuvent interrompre et poser des questions, mais tu peux y répondre puis revenir où t'en es. Et j'ai remarqué aussi que, euh, alors, un entretien long, c'est pas forcément bon signe, mais Mm. un entretien court, c'est forcément mauvais signe. Un entretien de 20 minutes, vous n'avez pas le job, c'est pas la Mm. peine de chercher plus loin. Donc du coup, pour contrôler le timing, vous savez que vous pouvez poser vos 30-40 minutes rien que sur votre présentation, tout en invitant les recruteurs à poser des questions à ce moment-là. Et ensuite, bah, le temps qui reste, le temps qui leur restera, va pouvoir être abordé sur les questions plus techniques, etc., etc. Et d'ailleurs, plus vous contrôlez ce timing-là, moins vous laissez de fenêtres de temps pour des questions pièges techniques, etc. Puisqu'ils ont forcément un temps alloué à votre entretien et ils ne vont pas passer 2 heures ou 3 heures à, à le faire pour vous. Mais Ouais, bon. c'est sûr que, en fait, c'est bien dans l'idéal de prendre le contrôle sur l'entretien. C'est très compliqué comme exercice de contrôler en tant que candidat à l'entretien. Mais moi, je l'ai vécu dans une situation inverse où en tant que recruteuse, c'est le candidat qui menait l'entretien. Mhm. C'est extrêmement déstabilisant pour un recruteur, très honnêtement. Et d'un autre côté, ça donne un sentiment d'assurance. C'est-à-dire que on sait que l'autre sait ce qu'il dit. En fait, quelqu'un qui va beaucoup réfléchir à ce qu'il dit, ça peut laisser penser qu'il y a un peu de l'invention. Si tu prépares bien ton entretien en amont et que tu sais ce que tu dis, ça donne un sentiment de OK, il semble sincère parce qu'il n'a pas l'air de beaucoup réfléchir. Donc ça semble hyper naturel pour lui de dire ça. Et effectivement, plus on prend la main et plus on parle, plus on montre qui on est. Et plus on montre qui on est, plus on donne de l'intérêt, plus on donne envie d'aller voir derrière. Enfin, voilà, cette phase, je pense que je suis hyper d'accord avec toi sur le fait que cette phase de présentation, elle est primordiale parce que c'est là où tu dis qui tu es et ton parcours, où toi, c'est le moment ou jamais de dire, de montrer qui tu es avec ta personnalité, quoi. Si t'es quelqu'un de très avenant, et ben, sois comme t'es très avenant. Si t'es plutôt réservé, bah, t'es réservé, n'en fais pas trop parce que ça se sentira. Juste, voilà, les infos importantes, qui je suis, ce que j'ai fait, d'où je viens, pourquoi je suis là, surtout si c'est de la reconversion, c'est hyper intéressant. Ça va beaucoup intéresser parce que on n'est pas que des développeurs à ce moment-là, on est des humains avec des expériences. Et pour moi, c'est la grosse diff entre un ingénieur et un junior en reconversion, c'est que pour moi, on est différents, mine de rien. On postule peut-être aux mêmes offres, même si parfois j'ai l'impression que c'est quand même vachement différent. Et par contre, on n'apporte pas la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 20 ans ou 25 ans qui sort d'école, bah, il n'a pas le même bagage que quelqu'un qui a 30 ans et qui a déjà bossé 10 ans, en fait. Et ça, faut pas penser que ça sert à rien. C'est des profils hyper intéressants et c'est le moment, quand on se présente, de pouvoir dire bah, qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai fait. Et déjà, la reconversion en dit long sur le côté courageux et téméraire d'une personne parce qu'il va falloir les couilles de le faire, hein, faut pas se le dire. Hein. Tout plaquer pour faire un truc qui est aussi fou que du dev, faut quand même en avoir. Et donc, faut pas lésiner sur cette partie-là, effectivement, du parcours et de la présentation. Comment s'est passée du coup la partie technique de tes entretiens? La partie technique, c'était le plus dur parce que forcément, c'est là où on est le moins à l'aise. Enfin, moi, personnellement, je sais que j'ai pas de difficulté à me présenter ou à parler, donc je savais que c'était pas là mon point faible. La partie technique, par contre, c'est très compliqué parce que ben, je pense qu'on connaît un peu tous le syndrome de l'imposteur, en l'occurrence, donc qui est très fort. Hein, ça fait 2 ans maintenant, il est toujours là. J'ai fait un test technique il y a 2 jours. J'étais en panique comme si je venais de sortir de l'école. Hein, j'avais le sentiment que je savais rien faire, que j'étais nulle. Donc c'est très dur parce que il faut lutter contre ça. Il faut arriver à se dire oui, je me sens super nulle, mais dans les faits non, parce que je sais faire des choses. Donc il faut arriver à ce qu'ils prennent pas le dessus. Je pense que ça demande beaucoup de maîtrise d'arriver à se dire ok, bon, je sais que je suis pas senior, je sais que j'ai besoin d'apprendre, mais quand même, je peux vous montrer des projets. Et c'est pour ça que c'est hyper important, les projets. C'est ce qui va nous rassurer nous-mêmes et rassurer les recruteurs parce que c'est vraiment du concret. Moi, je sais faire ça et j'ai fait ça. Donc moi, mes trucs techniques, je m'appuyais beaucoup sur mes projets. Et quand il a fallu faire des tests techniques, bah là, c'était très compliqué parce que, au-delà du syndrome de l'imposteur, j'ai le syndrome de l'horloge. C'est-à-dire que dès qu'il y a un temps donné, je panique et je perds tous mes moyens. Ah, j'ai la même Donc, chose. je sais faire des choses, je sais que je sais les faire, mais tu me mets un chrono, je sais plus le faire. Limite, je sais plus comment je m'appelle. Enfin, donc j'aurais pas beaucoup de clés à donner sur la gestion de ça parce que ben c'est pour moi juste
une gestion de stress en fait. Il faut passer par-dessus et arriver à se dire oui, je panique, mais il faut quand même que je fasse quelque chose parce que je peux pas laisser passer ce truc-là, quoi. Donc, pour moi, il y a de la préparation en fait. C'est-à-dire qu'en vrai, il faudrait s'y confronter le plus possible, faire des exercices chronométrés peut-être pour essayer de s'habituer à cette pression-là. Peut-être avec des gens qu'on connaît, ça serait moins pire qu'avec des recruteurs. Mais pour moi, la seule solution que je vois, ça serait de s'entraîner à faire ça, quoi. Et après, bah, arriver à avoir un jugement sur soi-même un peu plus light en se disant, ok, je panique, c'est pas grave, Alison, panique. Ok, panique, Alison, vas-y, je te laisse 3 secondes pour paniquer. Maintenant, t'arrêtes de paniquer et t'y vas et t'essaies de faire du mieux que tu peux, quoi. Mais il faut avoir en tête de, voilà, je vais faire le mieux et en fait, après, on est surpris souvent. Moi, j'ai souvent eu des retours très positifs alors que je pensais que j'avais fait n'importe quoi et que j'avais paniqué. Et en fait, il faut se faire confiance parce que on sait faire des choses et quand il faut le faire, on saura. Mais je pense que ça se travaille et faut s'exercer en fait. C'est ça, il faut s'exercer, toujours avoir son approche naïve C'est ça, de quel faire que soit le confiance. problème. Et Mm. puis, advienne que pourra, C'est ça. plus vous en faites, meilleur vous devenez. Donc, au bout d'un moment, ça va se débloquer. Et du C'est coup, ça. tu disais que tu avais très peu de retours. Comment tu es Ouais. allé chercher ces retours et qu'est-ce que ça donnait? En fait, quand moi j'avais eu vraiment un bon feeling, euh, je demandais un retour. C'est-à-dire que au bout d'un certain temps, je comprenais clairement que c'était négatif. Mhm. Donc je finissais par revenir, alors très gentiment, hein, faut pas être trop virulent, mais en mode voilà, je reviens suite à notre entretien pour lequel je n'ai pas eu de retour. J'imagine que le résultat est négatif. Est-ce que vous accepteriez de me donner des pistes d'amélioration pour que je comprenne un petit peu ce qui a pu se passer? J'ai jamais eu aucune réponse à ces mails-là. Jamais, jamais D'accord. un seul n'a pris le temps de me dire bah il y a ci, ça qui nous a déplu. Par contre, j'ai eu à l'inverse des gens avec qui ça s'est très très bien passé qui me répondaient par des refus et souvent c'était le côté technique, voilà, le manque d'expérience et surtout je pense que bah, dans la masse, hein, c'est une réalité, même si ton profil plaît beaucoup, il suffit qu'il y ait un gars qui soit passé avant toi ou après toi dont le profil plaît beaucoup mais qui en plus a plus de technique, ben, t'as beau avoir plu, malheureusement, il passera avant toi. Donc, pour moi, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire que notre expérience, ben, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc, il faut éviter de les voir comme des échecs parce que sinon, on se suicide demain, clairement. Il faut arriver, bah, c'est très dur hein, à prendre du recul, à se dire, ok, c'est pas ma faute, quoi, je peux pas faire plus. Et souvent, on me disait, dans 2 ans, vous serez une perle rare, dans 2 ans, vous serez une perle rare, dans 2 ans, tout le monde vous voudra. Oui, mais c'est maintenant, en fait, que j'ai besoin, c'est donnez-moi ma C'est chance. sûr. Et moi, je l'ai trouvé dans une start-up. Alors, je ne sais pas si c'est toujours la bonne situation, mais souvent, j'ai remarqué que les petites entreprises sont assez ouvertes au profil junior et en reconversion. Par contre, ils n'ont pas toujours les moyens d'accompagner correctement. Donc, attention à ça. Et après, il y a les grosses entreprises qui, à l'inverse, bah, sont très ouvertes aux juniors et qui vont accepter de te former, etc. Et qui, du coup, sur la technique, seront peut-être un peu moins exigeants. Mais moi, les retours que j'avais étaient, euh, bah, franchement, 100% des cas liés au fait que j'avais pas assez de bagages techniques. Et donc, mais pour un stage, attention, hein, c'est ça le pire, Mhm. hein, c'est que je demandais des stages et on me demandait un bagage technique, ce qui est juste incroyable parce que je faisais quand même déjà du React. Nous, aujourd'hui, on reçoit des offres, des candidatures pour des stages sur du React, sur lesquels ils n'ont même pas fait un framework. Jamais ils ont vu de framework. Donc là, c'est compliqué, je comprends. Mais quand tu connais un framework, je trouve pas juste de dire à quelqu'un, ouais, t'as pas d'expérience technique. Mais c'est un stage, les gars. Vous vous attendez à quoi? C'est pas une période d'essai d'un CDI, c'est un stage. Donc il y avait un peu de colère à chaque fois parce que je me disais toujours, mais c'est un stage. Enfin, pourquoi vous demandez un bagage comme ça? Donc il y avait, ça a été compliqué, mais les retours sont souvent, et enfin, je pense que les juniors avec qui je discute, c'est la même problématique, pas assez d'expérience technique. Et ça, c'est un problème, faut prendre sur soi. Moi, je pense qu'il faut quand même aller demander des comptes si on a envie, si on se sent capable de le faire. Je trouve que ça permet de nous améliorer et peut-être ça peut faire la différence aussi, hein. Peut-être qu'un recruteur peut se dire ah bah elle a le cran un petit peu de venir demander et de vouloir s'améliorer, ça peut être un point positif. Et je pense que c'est important de garder des bons liens avec les entreprises parce qu'on ne sait jamais demain ce qui va être fait. Et potentiellement, cette boîte, elle te dit non aujourd'hui, mais dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, elle te dira oui ou elle viendra te chercher. Et vaut mieux pas se griller. Je pense que c'est important. Mais je pense que c'est quand même bien de demander des comptes parfois et d'essayer de comprendre pourquoi ça marche pas. Parce que des fois, ça peut être humain ou dans notre attitude, ça se travaille. Bon, bah, si c'est la technique, bah, faut juste travailler 2 fois plus fort pour aller plus vite et essayer d'améliorer ce niveau-là.
C'est ça. En fait, comme on l'a dit au début, le but du CV et du profil LinkedIn, c'est juste de piquer la curiosité pour que les recruteurs acceptent de passer du temps avec nous en entretien. Une fois qu'on est là-dedans, il faut maximiser ses chances en mettant sa personnalité en avant le plus possible. Mais au final, il y a une partie technique qu'on pourra pas enlever complètement ou vraiment minimiser. Et c'est là où il faut donner le meilleur de soi-même et accepter que, comme tu l'as dit, s'il y a un autre profil qui est plus qualifié, bah c'est tout. Ça fait partie de la loi de l'offre et de la Ouais, c'est demande. ça. Et ce n'est que en faisant et en refusant de plus en plus d'entretiens qu'à un moment donné, on maximise ses chances de pouvoir tomber sur une entreprise qui va accepter, parce qu'on tombe au bon moment, au bon endroit. C'est vraiment C'est ça. juste ça. En fait, il suffit dans une recherche, c'est bête à dire, mais il faut bien se rappeler qu'il suffit d'un oui, en fait. En vrai. C'est-à-dire qu'il en faut juste un seul. Il faut un qui dise oui. Donc en vrai, à partir du moment où on le voit comme ça, ben, on en lance plein. Il y en a obligatoirement un, c'est obligé, à moins que tu aies un CV blanc avec rien écrit dedans, à moins que tu sois à côté de la plaque et que tu aies un CV de boulanger sans formation qui veut faire du dev, d'accord, à la limite, mais c'est impossible qu'on réponde jamais. Mais statistiquement, c'est pas possible. Donc il y a forcément un jour quelqu'un qui répondra, c'est pour ça qu'il faut pas désespérer, et qu'il faut continuer à envoyer des CV. Et ne pas avoir peur du test technique. Le test technique, il sert en fait à pas forcément recruter le meilleur. Alors il y en a, oui, ils cherchent le meilleur développeur, bah, tant mieux pour eux. Mais ils cherchent souvent surtout à vérifier que le projet qui est déjà en cours corresponde aux compétences de la personne. L'idée étant que ça sert à rien de noyer quelqu'un. Enfin, ça n'a pas d'intérêt de prendre quelqu'un, de le jeter dans l'eau en lui disant tu sais pas nager, bah débrouille-toi. Non, l'idée c'est de dire est-ce que tu as suffisamment de compétences minimum pour que je t'aide à monter en compétence. Qui dit monter, dit qu'il faut une base au départ, en fait. Donc souvent, les tests techniques, ils permettent, entre guillemets, juste ça, qui est de dire, je vais m'assurer en tant qu'entreprise que cette personne saura nager dans mon bassin et ne va pas se noyer. Je vais lui apprendre après à nager bien et je vais lui apprendre plusieurs nages, mais au départ, il ne faut pas qu'elle se noie, sinon, bah, c'est quelqu'un qui va abandonner son stage ou son poste, qui va être dégoûté, et ça n'a aucun intérêt. Et Donc, c'est si on perdant-perdant. aborde, oui, c'est ça, il faut aborder les tests techniques comme un moyen de vérifier que je pourrais m'en sortir dans cette entreprise et elle-même s'assure que moi, je pourrais m'en sortir. Donc en vrai, il faudrait être rassuré de ça et se dire, si une entreprise te fait passer un test technique, c'est que toi, tu seras rassuré sur le fait que, ok, si j'ai passé le test, bon, bah, il y a toutes les chances que je m'en sorte. Sinon, bah, tu vas arriver là et tu vas dire, ok, du coup, je sais pas trop, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Enfin, ça participe au syndrome de l'imposteur. Alors que si tu as fait le test technique, tu peux te dire, ok, je leur fais confiance, si j'ai réussi à faire ça, c'est que je saurais m'en sortir sur leur projet. C'est une très belle métaphore, le fait de savoir nager un Ouais, minimum et après on va t'apprendre à bien nager. c'est ça. Tu disais que donc ton entretien chez Elia, le matching était parfait. Qu'est-ce qui était aussi magique et comment tu as su que c'était vraiment un très bon fit? En fait, j'y suis allée, c'était mon premier entretien où je suis arrivée en retard. Je le conseille pas et c'était pas ma faute, c'était vraiment, mon bus n'est pas passé, enfin voilà. Mais il se trouve que c'est mon seul entretien, je pense, de toute ma carrière, de ma vie, où je suis arrivée en retard. Donc en fait, tous les voyants n'étaient pas vraiment ouverts, quoi. Moi, j'ai été démotivée, démoralisée. J'ai failli annuler mon entretien la veille, parce que je me suis dit non, mais ça sert à rien. Enfin, pourquoi j'ai fait ce métier, j'y arriverai pas, etc. Donc j'y suis allée vraiment le plus naturellement possible et ça a bien marché parce que j'ai entendu ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai entendu un CTO qui me disait, nous on cherche un stagiaire pour le former, pour lui apprendre des choses. Tu sais faire ça, c'est bien. Tu sais pas faire ça, pas grave, je vais t'apprendre. Donc j'ai entendu ça, je me suis sentie à ma place. Donc ça correspondait à mes valeurs, qui étaient des valeurs d'honnêteté, de transparence et d'accompagnement, parce que moi un stage, c'est à ça que ça correspond pour moi. Et ensuite, une fois sur place, bah ça ment pas en fait, ça trahit pas. C'est-à-dire que humainement, on se sent comme si on était à la maison. Ce qui a été dit en entretien est vérifié dans la réalité. C'est-à-dire que moi, on m'a vraiment accompagné, on m'a vraiment appris. Donc j'ai très vite compris, je pense que dans les premiers jours, à mon avis, hein, donc, dans la première semaine, on sait si on va être bien ou pas bien. Clairement, surtout quand junior, ben, c'est souvent la semaine la plus dure parce qu'on sort de formation et là on prend la réalité qui ressemble souvent à un gros mur de béton qu'on prend en pleine face et on se dit what? Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai appris. C'est ça. Alors attention, il faut faire la différence entre ce sentiment de tu arrives en entreprise et tu as l'impression que tu ne sais rien faire, avec le Mm. sentiment de je me sens bien ou je me sens pas bien dans mon environnement de travail avec mes collègues. C'est ça, exactement. Parce que du coup, forcément, tu sauras rien faire.
Et forcément, tu vas tomber dans des milliards de fichiers parce que les projets que tu as fait, au pire, tu as 50 fichiers et tu as l'impression déjà que c'est la folie. Là, tu tombes sur des milliers de trucs, tu sais même pas comment te repérer. Donc, c'est la panique. C'est sûr, les premiers jours, c'est la panique. Et pour moi, ce qui est hyper important, c'est la façon dont c'est géré autour. C'est-à-dire que moi, j'ai paniqué, mais j'avais un CTO à côté qui m'a dit t'inquiète, c'est normal, tu vas paniquer, tu vas voir, tu sauras pas quoi faire, etc. Mais tu vas voir, je vais te mettre sur des tâches qui sont très spécifiques. On a fait du pair programming. Je trouve que ça, dans toutes les boîtes qui accueillent un junior, il faut, je dirais, 1 semaine de pair programming, obligé pour rassurer le junior, etc. Et moi, j'ai eu tout ça. Et en fait, c'est même des choses que j'espérais pas avoir. Et je pense que c'est un truc hyper important. Il faut se sentir bien. Et comme tu l'as dit, c'est différent se sentir bien et se sentir à l'aise. Parce que on ne sera pas à l'aise tout de suite. Ça va prendre des mois avant d'être un peu à l'aise. Mais se sentir bien, c'est se dire est-ce que je suis capable de poser des questions? Est-ce que je pense que si je pose des questions, ça va être bien reçu? Est-ce qu'on va savoir y répondre? Voilà, sans me juger, sans me dire quoi, tu sais pas faire ça? Comment ça se fait? Ou quand tu poses une question et quelqu'un te fait voilà, il me saoule celui-là, bah, c'est hyper horrible, quoi. Et là, tu sens que l'accompagnement, il va être un peu limité. Mais il faut aussi être proactif. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir envie de faire des choses. Il ne faut pas arriver là et se dire, bon, bah, j'attends qu'on me dise, quoi. Non, je vais moi-même aller regarder l'architecture de l'app. Tiens, je vais aller tester là. C'est peut-être la base, le produit, j'arrive sur une application, bah, je vais essayer de la tester. À quoi elle sert? Je pose des questions. L'idée, c'est vraiment de s'impliquer. Faut pas imaginer que tu es là pour faire le café, ça n'existe. Ça ne doit plus exister, ce truc-là, aujourd'hui. Tu es là pour apprendre, mais tu es aussi là pour apporter quelque chose. Donc, apporte-le le plus vite possible, mais pour ça, implique-toi. Faut pas hésiter. Ils adorent ça. Enfin, les boîtes, elles attendent que ça. Hein. Quand on a un stagiaire, nous, parce que nous, on adore notre produit, donc on a envie de lui dire, tiens, regarde, il y a ça, il y a ça. Mais il faut aussi que lui nous dise, et ça, et ça, et ça, et ça, c'est quoi, ça sert à quoi. C'est ça aussi l'utilité d'avoir un stagiaire. C'est quelqu'un de nouveau qui va te remettre en question sur des trucs où tu vas faire, bah, je sais pas. On a toujours fait comme ça, donc on s'est jamais posé la question. Mais t'as bien fait, on va y réfléchir. Enfin, faut pas hésiter à penser qu'on est un membre à part entière. Alors, ça veut pas dire, évidemment, tu prends le lead et tu pètes tout, hein, c'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est aussi de se dire, ok, je suis pas à l'aise, mais peut-être il y a d'autres trucs. Je peux aller tester le produit, c'est facile. Je vais essayer de regarder un peu les fichiers, regarder un peu le code, essayer de trouver ses propres repères. Et puis, finalement, si c'est bien fait, ben, on te donne des tâches à ta hauteur. Donc, ça va être rajouter des petites lignes par-ci par-là, faire de la refacto, des choses comme ça. Et ça, c'est pour moi des critères qui doivent rassurer et dire, ok, je suis au bon endroit. Et c'est ce que moi j'ai trouvé. Et qu'est-ce que tu as appris, que tu n'as pas appris à l'école techniquement, qui t'a fait waouh et qui t'a dit là je suis au bon endroit pour continuer à progresser? Ça a été le truc qui m'a fait vraiment. Il y a 2 trucs qui m'ont fait waouh, et qui sont des trucs de base, hein, et je comprends pas que ça soit pas appris. La première chose, c'est le nommage et l'utilisation des fonctions. C'est-à-dire que moi, je nommais un peu comme beaucoup de juniors en mode fonction 1, fonction 2 ou let variable 1, let variable 2. Et je sais même pas comment j'ai pu travailler comme ça. Et en fait, j'ai compris que sur un projet énorme, tu ne peux pas travailler comme ça. Et ça m'a fait vraiment waouh parce que je me dis, en un nom de variable, un nom de fonction, tu sais exactement ce que ça fait. Tu n'as même pas besoin de lire le code parce que si c'est bien nommé, tu n'as pas besoin. Et tu sais exactement te retrouver. Ça a été le vrai waouh en mode, mais pourquoi on ne nous l'a pas appris? Le deuxième, ça a été le debug. C'est-à-dire, moi, j'utilisais jamais les consoles log en formation. Enfin, j'avais jamais compris l'importance d'en mettre. Et comprendre pourquoi ça marche pas et avoir ce process, cette mécanique de comment remonter le fil, parce que souvent, on a un bug, on le lit même pas. Cette grosse erreur rouge en React, là, où on voit que c'est rouge et on se dit, ok, c'est rouge, mais on la lit pas. En fait, la réponse est sur notre écran, en vrai. Et c'est incroyable parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas qui sont sous notre nez. Donc cette approche-là, je regrette qu'en formation on ne l'apprenne pas. Et je dirais, il y a quand même une troisième petite chose, c'est l'algo et son importance, parce que en formation, nous, on nous faisait faire de l'algo, ok, c'est cool, t'aimes ou t'aimes pas, mais bah, c'était chiant en fait. Et j'ai compris l'importance de l'algo quand j'ai commencé à en faire tous les jours en fait. Tous les jours dans mon taf, je dois faire des algos et je m'étais dit, mais c'est hyper important l'algo. Tu fais quoi comme type d'algo? Mais en fait, pour moi, l'algo, t'as des trucs basiques, comme ça va être très simple, hein, tu récupères des données en base de données, c'est un tableau, bah, faut les transformer en objets, il faut les transférer, faut les traiter, faut en faire des choses avec. Pour moi, ça, c'est de l'algo basique, en fait. Pour moi, à partir du moment où tu mets un if, tu mets une boucle for, tu es en train d'écrire un algo. Sauf que moi, j'avais pas cette conscience-là. Je pensais qu'un algo, c'était forcément
il y avait un gros programme informatique derrière pour aller récupérer, comme tous les exercices qu'on fait d'algo, quoi, qui sont pas des exercices concrets. Enfin, c'est concret dans la vie du genre, je veux savoir quelle est la pomme la plus grosse de mon panier. C'est concret, on est d'accord, mais je voyais pas la transposition dans mon métier, en fait. Je me disais, mais à quel moment je vais avoir besoin de faire ça, en fait? Et en fait, je l'ai vu tous les jours parce que je récupère des données depuis une API, je récupère des données depuis ma base de données, parce que je manipule des tableaux, des formulaires, et je me rends compte qu'en fait, l'algo, c'est hyper important. Et j'ai l'impression qu'on lésine un peu sur cette partie-là dans les formations, ou du moins, on n'arrive pas à faire comprendre l'importance de ce truc. Donc c'est vraiment les trois. Le souci de l'algo et d'une formation accélérée, c'est que c'est pas compatible. Ouais, je suis d'accord. L'algo va te demander du temps et de l'entraînement, et la formation, elle a 5 mois pour t'apprendre React et Node. Donc c'est tout. C'est ça. Ça peut pas être compatible là-dessus. C'est pour ça, je pense que c'est quelque chose qui est complètement zappé. Et puis il y a aussi l'aspect où on se dit que sur des postes juniors, il va y avoir très peu d'algo, un peu de filtre, de tri et des choses comme ça, mais pas d'algo très complexe. Donc on peut peut-être faire l'impasse sur cette discipline, alors qu'effectivement c'est là où on peut progresser en tant que développeur, c'est commencer à comprendre l'algorithme. Et ça, pour ça, il y a plein de sites pour s'entraîner à comprendre les algos. Au-delà des sites type Coding Game où on fait un jeu et au final on doit juste passer les étapes, il y a des sites qui nous permettent vraiment de comprendre c'est quoi un algo, c'est quoi la complexité, comment on évalue la complexité avec la notation Big O. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut découvrir et qu'on découvre tout au long de sa carrière. C'est ça, tout à fait. Et donc, toi maintenant, non seulement tu es devenu développeur, mais tu es aussi dans la case entrepreneur, puisque maintenant tu fais partie de l'équipe des cofondateurs de chez Elia. Comment tu vis l'aspect startup et travail en startup quand tu es développeur, notamment en début de carrière? En fait, ce qui est bien dans l'aspect startup, enfin moi c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui je pense ne plaira pas à tout le monde, c'est que moi j'aimais bien le côté petite entreprise où tu vois toutes les étapes. C'est-à-dire qu'on est dans un open space où on est 4, parce qu'on est 4 associés, et puis on avait un stagiaire UX, et donc l'avantage c'est que j'ai toutes les étapes sous ma main. C'est-à-dire que j'ai l'étape des spécifications qui vont être faites par le CIO. Ensuite, je vais avoir l'étape de nous, avec mon CTO en collaboration, on fait les specs techniques. Puis ensuite, je vois l'étape de l'UX qui va élaborer les maquettes et sa réflexion autour du visuel. Et ensuite, ça revient vers moi pour la partie dev où on va développer le truc. Il y a toute la partie marketing, commercialisation, toutes les problématiques aussi d'entreprise génériques que tous nos stagiaires ont vues d'ailleurs, au-delà de juste moi. Et ça, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en voit partout des applications, on en a même plus conscience en fait. Que ça a été construit et créé. En fait, c'est tellement normal qu'on ne se pose plus de questions. Mais derrière, les Facebook, tout ça, on le sait, mais même derrière la moindre application qu'on utilise, il y a une équipe derrière qui l'a construit, en fait. Et moi, j'aimais ce côté, je peux voir tout le processus. Je trouve ça hyper intéressant. Ça permet aussi de voir tous les métiers qui interviennent et puis potentiellement de se dire, ok, dev, j'aime bien, mais peut-être un jour, j'aimerais bien être chef de projet ou peut-être un jour, l'UX, ça me plairait, pourquoi pas basculer. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant parce que ça me donne une culture du digital, en fait, qui est, je pense, importante. En tout cas, moi, qui m'intéresse plutôt qu'un poste d'exécutant développeur où tu reçois tes specs, tes maquettes, tu dev, merci, au revoir, ça s'arrête là. Il y en a à qui ça va très bien. Moi, personnellement, j'aime bien voir tous les process, comprendre pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ces choix. Et donc, je trouve que moi, c'est ce que j'ai trouvé de très intéressant dans la startup. Et j'ai toujours aimé, de toute façon, les petites entreprises parce qu'il y a beaucoup à faire. Donc, il y a aussi ce côté de tu fais du dev, mais tu peux ne pas faire que ça. Moi, je fais pas que ça, je fais de la gestion de projet aussi. C'est pour ça que je suis en binôme avec le CTO. Et ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Et faire partie des décisions, des réflexions, voilà, je trouve que c'est très enrichissant et c'est ce qu'offre la startup et ce que n'offre pas une plus grosse entreprise. Et tu disais de faire attention quand même à certains points vis-à-vis des startups, notamment vis-à-vis de l'encadrement. Ouais, il y a des startups où, on va pas se mentir, la startup, le point clé d'une startup, c'est l'argent, et elle en a pas, par définition, enfin au début en tout cas, ce qui est notre cas d'ailleurs. Donc quand t'as pas d'argent, le problème c'est que tu cherches là où tu peux prendre des choses, et un stagiaire par exemple, ça peut coûter pas cher. Là, il y a en plus des offres avec le gouvernement qui font qu'un alternant, ça peut coûter pas cher, sauf qu'un alternant, c'est 1 an quand même. On n'est pas sur quelques mois de stage. Et donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de startups qui vont se dire, tiens, c'est une aubaine d'avoir quelqu'un pour gratuit ou pas cher.
et qui vont oublier que y a une contrepartie à ça, qui est de dire bah ok, je prends quelqu'un qui va nous apporter, et c'est vrai, hein, nous nos stagiaires on leur dit comme ça, nous ce qu'on veut à terme c'est que tu bosses sur le projet pour toi parce que c'est important, que ça te fait une vraie réalisation, mais pour nous aussi parce que c'est donnant-donnant, on est dans du business, nous on investit sur toi notre temps, on va te former, te donner des outils, des clés, mais notre objectif final il est quand même que bah franchement si tu peux nous dev une feature ou une maquette, bah nous on gagne du temps de développement, on avance plus vite, toi tu gagnes en expérience, mais c'est quand même un échange. Et il y a beaucoup de startups qui vont penser que bah, l'échange il est que dans un sens, c'est-à-dire bah viens chez moi, je te paye pas grand-chose ou rien, et surtout tu vas m'aider à avancer mon projet. Et attention à ça parce que les startups c'est bien. Alors c'est pas toujours une ambiance baby-foot et tout, hein, mais souvent c'est quand même c'est assez ouvert comme état d'esprit. Par contre voilà, attention aux encadrements. Moi j'ai déjà vu des stagiaires qui se retrouvaient sur des stages sans tuteur. Des wilders qui me disaient ouais j'ai une offre pour un stage mais je suis pas encadré, il n'y a pas de CTO. Niet, n'y va même pas, ne pousse même pas la porte, et c'est même une honte qu'on te le propose. Parce que tu n'as clairement pas les compétences pour le faire, même si tu penses que tu les as, tu vas te noyer, et ton stage ou ton alternance est là pour te former et t'apprendre. S'il n'y a personne pour le faire, va-t'en, ça sert à rien, fais ça chez toi tout seul, quoi. Donc attention, c'est bien, mais voilà, faut être vigilant à l'encadrement qui va être proposé quand on fait un stage, voire même un poste, hein. Un premier poste de junior après 6 mois de stage où tu es tout seul. C'est pas le temps. Non, clairement pas. Il y en a trop à apprendre. Il faut absolument quelqu'un qui va nous apprendre les bonnes pratiques, la bonne façon de rédiger du code, parce que ben, ça s'apprend en fait. Tu peux pas le deviner. En fait. Alison, merci beaucoup pour ton temps. Où est-ce que l'audience pourrait te retrouver ? Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn avec Alison Néret, hein, tout simplement. Je mettrai le lien de ton profil sous la vidéo. Ouais, principalement. Éventuellement un GitHub si vous voulez aller voir un peu ce que j'ai fait. Pareil, c'est mon nom, mon prénom, mais je suis beaucoup sur LinkedIn, donc il ne faut pas hésiter à m'ajouter à un message privé ou autre. Voilà, je suis très ouverte à la discussion et à l'échange, surtout avec les juniors. Merci à tous d'avoir regardé ce témoignage. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.